Bonsoir, nous sommes très très heureux de vous accueillir ce soir et de vous souhaiter la bienvenue pour cette soirée autour du philosophe Walter Benjamin qui va nous permettre, malgré les temps difficiles et les conditions sanitaires, de partager un moment ensemble. Alors pourquoi Walter Benjamin? D'abord pour une raison forte qui est une raison biographique. C'est que Walter Benjamin est quelqu'un qui est une des figures importantes du département des Pyrénées-Orientales et de la région Occitanie, puisqu'il a une histoire liée à ce département et à cette région. Deuxième raison, c'est qu'il a comme des milliers de juifs qui ont été internés au camp de Rivesaltes et déportés à Auschwitz, il n'a pas été déporté à Auschwitz, mais il a évidemment subi la persécution en tant que juif. Et il a vécu aussi, alors il n'a pas été interné à Rivesaltes, mais il a été interné au camp de Nevers, ce qui fait qu'il y a quelque chose en termes de biographie qui nous le rend proche. Dernière chose, c'est aussi, alors c'est surtout la question de sa pensée, de son œuvre, puisque voilà l'apport de tout ce qu'il a travaillé au carrefour entre la philosophie, la littérature, les sciences sociales, font que c'est un penseur aujourd'hui essentiel, un théoricien essentiel du XXe siècle, et que donc à ce titre, le mémorial a souhaité organiser une soirée à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire de son décès. D'autre part, le mémorial ne fait pas cette soirée tout seul, évidemment, on le fait en partenariat et on est très très heureux de le faire avec l'association Prix européen Walter Benjamin, qui ils vont vous l'expliquer bien sûr, a remis 2 prix cette année. Alors, pourquoi cette association? D'abord pour l'exigence et la rigueur de son travail autour de l'œuvre du philosophe. Ensuite, par la rigueur aussi et le travail mémoriel qu'ils font autour des valeurs humanistes de Walter Benjamin. Et ça, c'était du coup pour nous une évidence qu'il fallait qu'on travaille avec eux. On était très très heureux de s'associer avec eux pour concevoir et animer les 2 parties de la soirée. Walter Benjamin, il y a un autre facteur important, c'est que là, je parle plus particulièrement du mémorial. Cette soirée autour de Walter Benjamin est inaugurale d'une orientation que va avoir le mémorial à l'avenir autour du rapprochement entre l'histoire et la philosophie. Le camp de Rivesaltes est un lieu qui pose des questions profondes, fondamentales, non seulement sur l'histoire, mais sur qui nous sommes. Et toutes ces questions-là, évidemment, sont un facteur important en ce qui concerne notre transmission sur l'éducation à la citoyenneté. Et évidemment, du coup, cette double dimension de l'histoire et de la philosophie contribue à ce travail que nous faisons au mémorial. D'ailleurs, cette soirée était initialement prévue au milieu d'un stage qui était destiné à des enseignants d'histoire et de philosophie du rectorat de l'Académie de Montpellier, que je salue au passage parce que je sais qu'ils sont avec nous ce soir. Et ce stage, voilà, organisé en partie avec Thierry Duclerc et Véronique Fabré, qui sont IPR d'histoire et de philosophie, que je remercie aussi de leur participation. Ce stage ne peut pas avoir lieu, bien sûr, aujourd'hui, mais la bonne nouvelle de la journée, c'est qu'on pourra le maintenir à l'automne prochain, ce qui veut dire que la matière, et je n'en doute pas, qui va être à l'œuvre ce soir dans les 2 parties de notre soirée, je suis sûre qu'elle va constituer un matériau extrêmement riche pour alimenter le travail qui sera pérennisé, poursuivi avec ses enseignants plus tard. Alors, sur la soirée elle-même, en première partie, nous allons vivre ensemble un temps qui a été conçu et proposé par le mémorial. Ce temps, ça va être un débat croisé, un échange de vues entre un philosophe, Bruno Takels, président de l'association, spécialiste de Walter Benjamin, que je remercie, et Denis Péchanski, historien, directeur de recherche au CNRS et par ailleurs président de notre conseil scientifique, qui vont échanger sur des thématiques liées à leurs travaux respectifs, aux questions fondamentales qu'ils travaillent, la question de comment on écrit l'histoire, avec qui, la question de y a-t-il une fatalité en histoire,
Est-ce que il y a une vérité de l'histoire et du témoin? Et ça, ils vont échanger leurs recherches et leurs préoccupations contemporaines en regard avec une œuvre de Walter Benjamin qui s'appelle Concept sur l'histoire et qui est évidemment le carrefour, la pièce centrale de cet échange qui a été relié. Je voulais aussi remercier Clotilde Sauré, enseignante de philosophie missionnée au Mémorial, qui a fait un travail aussi là-dessus. Ça, c'est la première partie de la soirée. La seconde partie, c'est un temps qui est conçu et proposé par l'association, mais je vais laisser bien sûr le soin à Bruno Takels de le présenter. Bruno Takels qui a travaillé, j'ai oublié de le dire, avec Nathalie Raoult, qui est historienne, spécialiste de Walter Benjamin, qui va animer le débat entre Denis Péchanski et Bruno Takels. Donc, deuxième partie de la soirée étant conçue par l'association, dont là, autour des 2 prix qui ont été attribués cette année. Le premier à Michael Lowy pour son ouvrage La Révolution et le frein d'urgence, essai sur Walter Benjamin, paru aux éditions de l'Éclat. Et l'autre livre, qui est un livre de témoignages de Lisa Fitko, Le chemin de Walter Benjamin, qui a été avec grand bonheur pour nous réédité par Maurice Lander aux éditions du Seuil et avec une préface d'Edwige Plenel, que je remercie et que je salue tous les deux. Et donc cette soirée articulera des interventions, des lectures de comédiens, des prises de parole, des témoignages autour de ces 2 prix, de manière à éclairer l'œuvre de Walter Benjamin. Alors avant de laisser la parole à Nathalie Raoult, je voudrais bien sûr remercier en premier lieu la présidente d'Elga et sa vice-présidente qui va la représenter ce soir, Agnès Langevin, pour le soutien de la région Occitanie sur ce projet. Je voudrais remercier bien sûr tous les intervenants, qu'ils soient scientifiques, intellectuels, journalistes, comédiens, qui vont nourrir ces échanges. Remercier aussi bien sûr l'équipe du Mémorial, sans qui voilà, cette soirée ne pourrait pas avoir lieu, et particulièrement Nina Vorel, qui est notre responsable de communication, et une mention et un remerciement encore plus chaleureux pour Mona et Kim Benjamin, les petites filles du philosophe, qui nous font l'honneur et le grand plaisir d'être avec nous ce soir et de participer à cet événement. Voilà, je ne suis pas plus longue, je laisse la parole à Nathalie et je vous dis merci de votre présence et à très très bientôt, ou en virtuel sur notre site pour les programmations que nous mettons en place, ou en vrai pour pouvoir se voir et se parler au Mémorial. Voilà, bonne soirée à tous et à très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Bon, oui. Bonsoir à tous. Merci Agnès pour cette introduction. Merci à tous les organisateurs. Je m'associe à vos remerciements et je les partage entièrement. Merci aussi de m'avoir fait l'honneur de me confier l'animation de ce débat au centre duquel il y a effectivement un texte, les dites thèses sur le concept d'histoire de Walter Benjamin. Des thèses, sont-ce des thèses, se demandait Pierre Missac. On pourra peut-être en débattre. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il est désormais convenu d'appeler thèse sur le concept d'histoire constitue probablement le texte le plus connu de Walter Benjamin, si l'on accepte bien évidemment son essai sur l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique. Mais pour être fameuse et abondamment citée, ce bouquet de réflexions, comme il le désignait, c'est dans une métaphore assez bucolique, n'en est pas moins et constitue quand même un texte assez aride, énigmatique, pour ne pas dire cryptique par endroits. Et on aura compris que l'enjeu de ce débat ce soir est moins d'en épuiser le sens total. Une vie de benjaminien, une armée de benjaminiens n'y suffirait sans doute pas, que de trouver 80 ans, non, 81, plus 81 ans après sa rédaction, une matière à réflexion. Avant de céder la parole aux intervenants, Bruno Takels et Denis Péchanski, donc, je voudrais dire quelques mots sur la genèse de ce texte, ou plus exactement sur la genèse de ces textes, puisqu'on compte 2 versions des thèses, auxquelles s'ajoute une version française. Pourquoi une version française? C'est une question qui n'a pas été totalement élucidée, pour déjouer la censure, parce qu'il
comptait l'envoyer aux États-Unis et que donc pour ce faire, il fallait qu'elle soit rédigée en français pour la partager avec des amis. C'est pas totalement clair. Enfin, peu importe. Donc, on compte deux versions de ce texte. Une première version achevée en février 1940, et la seconde en mai 1940. On peut donc situer la rédaction des thèses à un moment très précis, et pour le moins singulier, et pour le moins chargé d'histoire. Les thèses furent donc littéralement produites en état d'exception. Quand Benjamin écrit que l'état d'exception dans lequel nous vivons est devenu la règle, il faut, je crois, donner tout son sens à ce nous. Une constellation entre deux guerres. Ainsi, il écrit dans sa correspondance que ces thèses lui furent inspirées, je cite, non seulement par la Nouvelle Guerre, mais par l'expérience entière de ma génération, qui a été une des plus éprouvées que l'histoire a jamais connues. Les thèses forment donc, et nous voilà donc quelque part devant une sorte de précipité historique. Précipité, les thèses le sont aussi encore dans un autre sens. Elles forment, en tout cas c'est comme ça que je les vois, là aussi il y a matière à discussion, elles forment, à l'instar de la fameuse métaphore de l'automate qui les ouvre, non la synthèse, mais le montage réussi, l'articulation fine du matérialisme historique et du messianisme juif, de la théologie et du marxisme. En ce sens, on peut lire aussi les thèses comme une sorte d'aboutissement, un point de convergence de lignes de fuite autour desquelles la pensée de Benjamin rayonnait depuis longtemps, voire a rayonné sa vie durant. Les thèses sont donc en quelque sorte un achèvement, mais aussi un point de départ pour un Benjamin qui voyait la structure épistémologique de son livre sur Baudelaire, livre qu'en ce printemps 1940, il entendait bien poursuivre. L'histoire en décida autrement, on le sait. Mais gardons-nous toutefois de voir dans le texte des thèses un testament. Je signale d'ailleurs au passage que ce n'est pas le dernier texte de Benjamin. C'est en tout cas pas à mon sens un testament, mais une sorte de legs qui nous est transmis. Comment hériter des thèses? Qu'en faire aujourd'hui, au présent? C'est la question que j'aurais envie de poser à Denis Péchanski et Bruno Takels, auquel il est grand temps que je cède la parole. Un mot simplement sur les deux. Agnès vous les a présentés. Simplement pour effectivement vous redire que Denis Péchanski est enfin, est président donc effectivement du conseil scientifique et directeur de recherche au CNRS, historien, spécialiste de Vichy, de la résistance et des camps d'internement, et qu'il est également directeur de l'équipement d'excellence matrice consacré aux mémoires individuelles et collectives, et qui co-dirige le programme du 13 novembre qui porte sur la mémoire des attentats terroristes de 2015. Bruno Takels est philosophe, président, comme l'a dit Agnès, de l'association pour le prix européen Walter Benjamin. Outre une biographie de Benjamin, il a publié entre autres une exégèse particulièrement éclairante de l'essai de Benjamin sur l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, sous-titré Question d'aura. Je leur cède donc la parole, non sans vous inviter au préalable à poser vos questions via le chat Facebook au fil du débat. Je m'en ferai le mot à condition que j'arrive à maîtriser la technique de la chose. Voilà, à vous la parole. Merci Nathalie pour cette belle, fortifiante introduction au fameux texte de thèse. Merci par rebond à Agnès Ajaloli pour cette invitation. Nous sommes les hôtes du mémorial. C'est un grand plaisir, un grand honneur de parler dans cet espace, dans ce contexte-là, dans le contexte de la mémoire de notre histoire. Et c'est un grand plaisir pour moi de parler, d'échanger, de converser avec Denis Péchanski et d'ouvrir ce cycle que
Agnès a mentionné le dialogue, la conversation entre un philosophe et un historien, ce qui, au fond, a toujours existé, mais n'est pas non plus si fréquent que ça. Notre monde étant encore largement disciplinaire, on se rend vite compte que quand on touche aux limites d'une discipline et qu'on entre dans une autre, les choses ne sont pas forcément commodes. Néanmoins, je trouve extrêmement passionnant de relever ce défi, dialoguer avec moi, philosophe, lecteur de Benjamin comme philosophe, de dialoguer avec toi, Denis, lecteur de Benjamin comme historien, et au fond nous poser très simplement une question. Que dit ce texte de l'historien, puisqu'il s'appelle Sur le concept d'histoire, mais qu'on voit très vite qu'évidemment c'est une chose trappe, le mot concept chez Benjamin. Comme l'a très bien dit Nathalie, le texte n'est en aucun cas une injonction, un programme de pensée, c'est absolument pas un terme thétique en ce sens. Pratiquement tous les mots sont des choses trappes. De thèse, il n'y a guère, sinon des questions pour moi. Et au fond, la plus simple par laquelle je voudrais commencer, c'est celle-ci. Que dit Benjamin dans ses courts textes si compacts, mais à la fois si énigmatiques, il faut le dire, c'est des textes qui résistent. On en parle avec Nathalie en préparant cette conversation. Ce sont des textes qui résistent, ce sont des textes qui demandent quasiment un exercice de lecture talmudique. Ce qui m'a amené à Benjamin, Nathalie évoquait le texte sur l'œuvre d'art, c'est le travail que je faisais comme doctorant avec Philippe Lacoulabart, à qui je dois vraiment beaucoup, et qui, ayant beaucoup travaillé sur Heidegger, s'est mis à travailler sur Benjamin comme une espèce d'antidote à Heidegger, pour dire d'une formule. Et Lacoulabart s'est mis dans un séminaire contre toute attente, sans Jean-Luc Nancy, ils travaillaient déjà plus ensemble, ils faisaient plus cours ensemble, il s'est mis à lire L'essai sur le langage. Et ce texte, donc, une quinzaine de feuillets, une quinzaine de pages, nous l'avons lu dans un séminaire de 3 heures par semaine pendant 2 ans. J'ai compris là vraiment qu'il s'agissait d'une lecture talmudique, d'un projet talmudique de la lecture qui me paraissait complètement convenir à Benjamin, qui était, disons, conforme à ce que Benjamin lui-même faisait. Et je dirais qu'autour des thèses, il y a la même constellation qui se met en place. Quand on regarde le travail fait par Daniel Ben Saïd, on peut faire un salut ici à Daniel Ben Saïd. Lecture de Daniel Ben Saïd des thèses sur concept d'histoire, elle-même relue par Michael. Et on en arrive à notre prix. Michael Levy lu par ma génération, puis par celle de Marc Berdet. Il me semble qu'il y a dans notre pensée de la lecture la notion de généalogie, c'est-à-dire l'idée que on hérite d'une lecture déjà faite et finalement elle provoque une nouvelle lecture, comme par couche, comme ça. Que dit le texte de Benjamin pour l'historien? Je voudrais avant qu'on converse, Denis, qu'on écoute 2 des thèses que nous avons enregistrées, qui ont été enregistrées par Roger Coste, de la librairie Torquatis, partenaire de cet événement. Je voudrais qu'on écoute deux thèses qui commencent à approcher la question que je posais. Que dit le texte de Benjamin pour l'historien, pour l'homme qui écrit l'histoire, ou la femme qui écrit l'histoire? Nous allons donc écouter ces 2 thèses, la thèse 14 et la thèse 16. Thèse 14. L'histoire est l'objet d'une construction dont le lieu n'est pas le temps homogène et vide, mais qui forme celui qui est plein de temps actuel. Ainsi, pour Robespierre, la Rome antique était un passé chargé de temps actuel, surgi du continuum de l'histoire. La Révolution française s'entendait comme une Rome recommencée. Elle citait l'ancienne Rome exactement comme la mode cite un costume d'autrefois. C'est en parcourant la jungle de l'autrefois que la mode a flairé la trace de l'actuel. Elle est le saut du tigre dans le passé. Ce saut peut s'effectuer que dans une arène où commande la classe dirigeante. Effectué en plein air, le même saut est le saut dialectique, la révolution telle que l'a conçue Marx. Thèse 16. Celui qui professe le matérialisme historique ne saurait renoncer à l'idée d'un présent qui n'est point passage, mais qui se tient immobile sur le seuil du temps.
Cette idée définit justement le présent dans lequel, pour sa propre personne, il écrit l'histoire. L'historiciste pose l'image éternelle du passé. Le théoricien du matérialisme historique fait de ce passé une expérience unique en son genre. Il laisse d'autres s'épuiser dans le bordel de l'historicisme avec la putain « il était une fois ». Il reste maître de ses forces, assez viril pour faire voler en éclats le continuum de l'histoire. Voilà, c'était donc deux thèses, la thèse 14 et la thèse 16 du texte sur le concept d'histoire de Walter Benjamin, lu par Roger Coste. Et ces deux thèses, me semble, tirent vraiment ce fil au fond, de ce contre quoi Benjamin lutte, au fond. Il y a, en ce sens, parler de thèse, finalement, puisque il dit très clairement ce qu'il ne faut pas faire, l'histoire qu'il ne faut plus faire, hein, l'historicisme, l'histoire causaliste, l'histoire mécaniste, et surtout, me semble-t-il, l'histoire qui prétend dire comment les choses se sont passées, c'est-à-dire l'histoire qui prétend à la vérité de l'événement. Il me semble que ça, c'est vraiment le point d'entrée essentiel pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au fond, Benjamin nous dit de vérité en histoire, il n'y aura pas, au sens de la vérité avec un grand V, d'une essence de la vérité, d'une vérité qui épuiserait le ce qui s'est passé, hein, l'histoire telle qu'elle s'est passée, l'événement tel qu'il s'est passé. Il me semble vraiment que c'est contre ça qu'il dit que finalement, le ce qui s'est passé dépend de celui qui l'écrit. Et c'est évidemment là qu'il me semble passionnant de lire Benjamin aujourd'hui, c'est-à-dire qui écrit l'histoire. Et là, bien sûr, cette question renvoie à tes travaux, Denis, sur la relation entre histoire collective et histoire singulière. L'histoire fabriquée par l'individu, l'histoire fabriquée par le collectif. Quel collectif, finalement Il me semble que Benjamin vraiment est au cœur de cette question, puisque, au fond, on pourrait le dire d'une autre manière, son idée de l'histoire écrite par les vainqueurs, l'histoire écrite par ceux qui ont modelé une époque, c'est-à-dire qui ont opprimé un peuple, bien sûr dans le langage de Benjamin. Et il propose une histoire à rebrousse-poil, une contre-histoire peut-être, ou en tout cas de prendre à rebrousse-poil l'idée que ces figures, que ces événements qui ont cristallisé l'époque seraient le récit qu'il faut faire. Et il propose finalement, il me semble qu'il nous propose il y a comme une invitation à d'autres récits, et surtout à des récits au pluriel. Et là, j'ajoute juste peut-être le thème qui, évidemment, était cher et enfin qui était essentiel, le thème du témoin. Raconter les choses telles qu'elles se sont passées, finalement, c'est la manière de penser le témoin traditionnel, le témoin oculaire. Le témoin oculaire, il est crédible, il dit la vérité, il contribue, il construit la vérité parce qu'il a vu. Il a tout vu. Il a vu, donc il peut dire. Évidemment, on peut opposer à cette version métaphysique du témoin oculaire qui croit en la vérité, hein, qui construit une sorte de vérité judiciaire. On peut y opposer le témoin tactile, pour reprendre un terme essentiel de la pensée de Benjamin, le témoin tactile, qui finalement, oui, il a touché l'événement, il a été même choqué par l'événement. Le thème du choc est très présent dans la pensée de Benjamin, et ça aussi, c'est quelque chose qui rentre bien des travaux sur le post-traumatique. Qu'est-ce que c'est que des gens qui parlent après et donc ce témoin tactile, ce témoin qui a été touché par l'événement, évidemment, il vient raconter, mais une fois qu'il a raconté, il ne voit plus. Comme dit Derrida, il est aveugle. Il ne voit plus pour pouvoir témoigner, sinon il n'est pas encore un témoin. Ce paradoxe-là me paraît vraiment intéressant et touche à ce thème du tactile. Au fond, qu'est-ce que ce serait qu'un historien tactile? Ce serait ça, au fond, la question que je voulais te poser. Écoute, merci. Ce qui me frappe en lisant ces thèses, c'est une tension, peut-être une contradiction, en tout cas une tension entre la référence marxiste qui est affirmée, la référence plus précise encore au matérialisme historique, et en même temps ce
rejet complet de la fatalité en histoire. Ce sentiment que dans le présent, le passé joue en fonction de la construction qu'on a nous-mêmes de ce passé-là et qui nous fait agir dans le présent. Qu'il y a, pour reprendre une terminologie que je mets souvent en avant, c'est-à-dire le thème de l'irréductibilité de l'événement. Il n'y a aucune fatalité en histoire. Et pour aller vite, je peux parfaitement expliquer que tel événement s'est déroulé comme on l'a vu, mais si c'était déroulé tout à fait différemment, je pourrais tout aussi bien l'expliquer. Donc, ça renvoie effectivement à la question de la vérité en histoire aussi. Il n'y a pas la vérité avec un grand V, il n'y a pas plusieurs vérités, il y a plusieurs lectures vraies de l'événement, des traces laissées par l'événement en fonction des questions qu'on pose. Donc, la démarche de l'historien, ça sera de construire un questionnement pour interroger ce passé. Le rejet de la chaîne actuelle renvoie cependant à une démarche qui, pour moi, n'est pas une démarche historienne. C'est-à-dire qu'il a un rapport au passé qui est un rapport éclaté, qui est un rapport qui est presque utilitariste, c'est-à-dire qu'il va chercher dans le passé tel ou tel événement. Il le montre bien. Il n'y a pas il y a pas un continuum. Le terme est utilisé dans ce qu'on appelle l'appendice, enfin l'annexe à la fin, qui résume parfaitement sa pensée, parfaitement et en même temps de façon absconse. On sait bien que ces thèses sont quand même assez complexes, tu l'as évoqué, Nathalie également. Bon, ce qui me frappe, c'est comment expliquer ça? C'est ce choix, ponctuel. C'est comme si l'événement qu'il va lire surgit dans le présent parce que le présent le convoque dans l'utilité d'un combat d'aujourd'hui. Oui. Donc là, je continue à être convaincu à la fois de la nécessité d'un dialogue, évidemment, entre philosophiens, et en même temps, je pense qu'on touche du doigt aussi la singularité de la différence. Alors, ce que tu dis là au fond, c'est une question que j'allais poser, ça se traduirait en disant, Benjamin pense l'histoire, mais ne la pense pas en historien, et il ne produit pas dans son œuvre même un travail d'historien. Ou, autrement dit, pour te la poser autrement, cette question, puisque évidemment, comme l'a dit Nathalie, ce texte vient comme au fond la fin d'un entonnoir, mais qui a les 12 années passées à écrire, à rédiger ce livre interminable, le livre des passages. Par exemple, est-ce que ce livre-là, selon toi, rentre dans la catégorie histoire? Est-ce que c'est le travail d'un historien du Paris du 19e, hein? Donc, pour les gens qui ne connaîtraient pas ce livre, c'est donc un travail que Benjamin fait à Paris, en immersion. Ça me paraît très important par rapport à ce qu'il dit de l'histoire et du travail de l'historien. C'est qu'il me semble que le travail n'est pas un travail sous cloche. C'est un travail qui, pour que cet éclair surgisse, ce saut du passé vers le présent dont je parle, il faut être attentif. Et il ne faut pas être seulement lecteur de livres. Et il me semble que si Benjamin attache tant d'importance à la Bibliothèque nationale de Paris, en tant qu'elle est pour lui le lieu sans lequel il ne pourrait pas mener à bien ce travail ô combien essentiel pour lui, donc il ne peut pas quitter Paris, c'est pas simplement parce que c'est la Bibliothèque nationale, c'est aussi parce qu'elle est à Paris. Et je pense vraiment qu'on peut dire qu'au fond, moi je ferais l'hypothèse qu'il est un historien ou qu'il travaille à écrire une histoire de Paris, mais qu'il l'écrit à partir des archives de la Bibliothèque nationale et des archives de la ville, c'est-à-dire de la ville de Paris comme une archive. Et on en vient là à un question que je vais te poser sur l'archive. Il me semble que ce à quoi Benjamin nous invite finalement,
c'est à penser que les archives ne sont pas déjà construites, mais c'est d'abord dans le cheminement même du travail. Une sorte de production d'archives vivantes, d'archives non encore actualisées comme archives. Là où, évidemment, on se rejoint tout à fait tous les deux, c'est sur, dans cette appréhension de Walter Benjamin, c'est le fait que les faits ne parlent pas d'eux-mêmes. On ne, que, là, non seulement il est en rupture avec la vision qu'il appelle social-démocrate du marxisme, mais personnellement, je pense qu'il est en rupture avec le marxisme. C'est une toute autre lecture qu'avait Marx lui-même. Ça, on peut évidemment en discuter, mais peu importe. Mais il est aussi en rupture, et d'abord en rupture avec toute la lecture positiviste de l'histoire. C'est-à-dire de penser que c'est par en croisant les sources, en, en multipliant les éléments qui nous permettent de reconstituer une chaîne d'événements, qu'on arrivera finalement à développer un phénomène historique dans la durée, alors qu'il va à l'encontre de cette démarche qu'il appelle historiciste. Donc, ça m'intéresse, ça m'interpelle, parce que les historiens qui essayent de penser un peu épistémologie s'interrogent évidemment sur cette question-là, évidemment sur le rapport à l'événement, évidemment sur la question de la continuité des événements, de la fatalité. Est-ce qu'ils vont évidemment aussi sur la convocation du passé dans le présent. Bon. Bien entendu, mais on voit bien que c'est comme historien l'historien va regarder cette convocation. Il va regarder cette façon d'appréhender le passé et cette façon dont une société va convoquer, va lire certains moments de son histoire pour agir dans le présent. Ça me, je sais pas si c'est répondre à ta question, mais c'est vrai que ça m'interroge beaucoup sur ce sur quoi on a travaillé là avec le neuroscientifique Francis Eustache et une équipe là qui a avec des disciplines les plus diverses, dont il y a d'ailleurs le regretté Stigler, philosophe, et c'est Bernard Stiegler, c'est la mémoire du futur. Comment le passé est une façon de construire une forme d'utopie que l'acteur du présent va aller rechercher pour agir dans le présent. Ça, c'est pour moi très frappant à la lecture des thèses. C'est-à-dire qu'il il s'inscrit dans ce contexte-là. Je rajouterais que évidemment, il est impossible à comprendre si on le met lui-même hors contexte. C'est dit par Nathalie, et évidemment, je le reprends à mon compte. Je veux dire, comment penser la pensée de Benjamin si on ne prend pas en compte la montée des périls et la Deuxième Guerre mondiale qui a commencé, et évidemment ce qu'il a vécu de la Première Guerre mondiale, et l'arrivée au pouvoir du bolchevisme, le développement du totalitarisme. Enfin, je veux dire, il est impossible de penser Benjamin en dehors de ce contexte-là, qui aboutit, à mon sens, non pas à une relecture du marxisme, mais enfin ça tu vas me dire ce que tu en penses, mais à une totale déconstruction du marxisme, alors même qu'il se revendique l'héritage marxien. Oui,
Alors là, je m'inscris complètement dans ce que tu dis. Effectivement, ce texte aussi suspendu soit-il, enfin, on a l'impression que vraiment il est nappé dans une espèce de vocabulaire déconnecté du réel direct, mais en réalité, il faut penser que quelques mois avant d'écrire ce texte, il est interné. Il est enfermé dans un camp, Agnès Sajalui l'a évoqué, à Nevers, camp pour travailleurs allemands. Il faut s'imaginer, j'évoquais son attachement à la Bibliothèque nationale de Paris, il faut s'imaginer Walter Benjamin déporté depuis Colombes, partant pour Nevers et enfermé près de 4 mois, je crois, euh, dans ce camp. Lui déjà de santé très fragile. Je pense qu'il y a vraiment là quelque chose pour lui une vraie trahison, une Est-ce vraie que trahison. ouais. Je vais t'interrompre là, si tu veux bien, parce que c'est un point absolument crucial, cette expérience. Enfin, comment l'expérience joue dans la pensée de Benjamin. Mais là, cette expérience-là est fondamentale. C'est l'expérience de l'internement. Je fais mon petit cours de spécialiste de l'histoire de l'internement, mais c'est l'internement des ressortissants de puissances ennemies. On est en septembre 39 et avec la déclaration de guerre, dans la suite de la déclaration de guerre, les Français, les autorités françaises décident d'interner les ressortissants de puissances ennemies. Sauf que sont ces ressortissants de puissances ennemies, donc allemands et autrichiens, depuis l'Anschluss, qui vont se retrouver internés administrativement, c'est-à-dire enfermés non pas pour des crimes ou des délits qu'ils auraient commis, mais pour le danger potentiel qu'ils représentent pour l'État, pour la société, en plus un État et une société en guerre. Donc on les enferme parce que ressortissants de puissances ennemies, et on voit arriver quoi? Non pas la 5e colonne, mais à 80, 85%, 90% des personnes qui ont fui le nazisme, soit en Allemagne, soit en Autriche, soit parce qu'ils étaient juifs, soit parce qu'ils étaient opposants politiques, soit parce que souvent ils étaient les deux, et qui se trouvent enfermés au nom d'une guerre qu'on mène en théorie, contre celui qui est responsable de leur exil. C'était totalement insupportable. Et totalement insupportable. Et donc là, on en a un témoignage. Colombes était effectivement la première étape pour un très grand nombre de ces internés allemands et autrichiens, avant d'être envoyés dans des camps d'internement. Et là, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais on veut se battre contre Hitler, pourquoi vous nous enfermez? Et cette contradiction-là est un facteur enfin, j'imagine, de destruction interne. On pourrait dire quel est ton vocabulaire et de confiance dans l'héritage démocratique. Il faut quand même se rappeler qu'on les interne dans les conditions que je précise, alors qu'on est 150 ans après la prise de la Bastille, la Révolution française. Ça veut dire que on est en totale contradiction avec les valeurs héritées de la Révolution française. Et ça, cette contradiction-là, il l'évoque pas évidemment, hein, on n'en est pas là, mais je pense que ça participe de ce mécanisme enfin, qu'on met en évidence tous les deux depuis tout à l'heure. Il y a deux choses dans ce que tu dis qui me paraissaient vraiment essentielles. C'est effectivement la déconstruction du marxisme. On pourrait dire que Benjamin est totalement impur. Il n'est pas un marxiste pur, pas plus qu'il n'est un philosophe pur ou un théologien pur. Il y a de l'impureté dans sa pensée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la volonté de frotter une discipline contre une autre, justement, une logique contre une autre, et de ne laisser finalement aucune des deux indemne. Donc son rapport à Marx est en effet très terriblement critique, d'une certaine manière. La critique du travail qu'il fait dans la thèse du numéro 11, par exemple, c'est vraiment sidérant. Benjamin annonce vraiment une chose qui pour le coup est devant nous, qui est vraiment une utopie à construire, c'est la fin du travail.
C'est-à-dire, là où Marx a fait reposer tout l'édifice de la libération du travail par le travail, cette chose a déjà eu lieu sans révolution. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail. Le travail n'est plus là. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette absence de travail et qu'est-ce qu'on considère comme étant finalement l'essentiel dans une vie humaine. C'est au fond ça la question que pose Benjamin et qui est vraiment devant nous aujourd'hui. Ensuite, sur ce que tu dis de la social-démocratie, c'est effectivement extrêmement violent ce qu'il dit contre la social-démocratie. Et on peut effectivement dire que, aussi loin soit-elle de la réalité qu'il a vécue, les thèses en sont comme l'empreinte. Enfin, tout ce que tu disais me fait vraiment penser à l'envers, c'est traumatique. Ça produit vraiment ce que je disais d'une trahison, un sentiment de trahison et du coup de clairvoyance finalement sur le rôle sinistre que joue la social-démocratie dans l'arrivée du fascisme. Oui, enfin, sauf que, en l'occurrence, le gouvernement français, puisqu'il l'est évoqué à ce moment-là à l'action, c'est un gouvernement de maladie Reynaud, où les sociodémocrates sont vraiment marginaux, hein, c'est une alliance radicaux-droite au pouvoir. C'est comme si il présentait la social-démocratie comme l'héritier de la pensée marxiste fondée sur la philosophie du progrès et fondée sur effectivement l'image du travail comme libérateur. Bon. Mais sur l'Allemagne, bon, il pouvait aussi penser au rôle du Parti communiste allemand. Il y a bien un parti qui a joué sur l'ambiguïté de sa position en se fondant à ce moment-là, au tournant des années 30, sur les théories du Comintern, classe contre classe, donc de dénoncer la social-démocratie comme étant au service de la bourgeoisie et finalement l'ennemi principal, au point d'avoir des positions assez ambiguës à certains moments vis-à-vis du nazisme. Donc on voit bien qu'on est je sais pas, on est là, on est dans une enfin bon, mais tu le connais bien mieux que moi, Nathalie, tu le connais bien mieux que moi. J'ai l'impression que sa critique de la social-démocratie est plutôt une critique d'une pensée marxiste qui est devenue celle de la social-démocratie, mais qui est tout autant celle du Parti communiste. Donc, parce que philosophie du progrès, philosophie du travail, on retrouve exactement les fondements. Donc, je pense que ça s'inscrit dans une... Enfin, d'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer là-dessus, parce que je suis très étonné qu'il n'évoque que cette branche du mouvement ouvrier. Pourquoi pas une critique aussi radicale du mouvement communiste? Ou bien, pour lui, la social-démocratie est-elle une façon d'englober toutes les lectures post-marxiennes s'inscrivant dans une vision marxiste de l'histoire, fondée sur le progrès, fondée sur la continuité, sur la linéarité telle que définie par Marx et Engels. Quelle belle question. Nathalie va peut-être sûrement des choses à dire sur ce sujet. Non, mais je partage tout à fait la lecture de Denis, même si effectivement on peut se demander pourquoi finalement c'est la social-démocratie qui est attaquée, ou enfin
contre laquelle il vitupère, mais effectivement, c'est cette tradition du progrès dans laquelle il englobe et il renvoie dos à dos une. Excusez-moi, j'étais en train de fumer, d'où la fumée. Comment dire, la social-démocratie et le mouvement communiste. Bon, c'est vrai que la social-démocratie, la tâche originelle pour lui, c'est quand même l'assassinat de Rosa Luxembourg, c'est l'échec de la révolution spartakiste. Bon, il y a ça à prendre en compte aussi, quoi. Et sinon, je voulais revenir effectivement sur l'événement ou l'expérience de l'internement qui est fondamentale. Là, je suis, enfin, totalement d'accord avec vous, même si il l'avait pressenti, hein, il l'avait pressenti puisque il avait devant les yeux l'expérience des réfugiés espagnols qu'il intègre très vite et enfin dès le printemps 1939 il pressent que un jour les étrangers finiront en camp, ce qu'il appelle en camp de concentration qui attendent, dit-il, 3 millions d'étrangers. Ce qui L'expérience de l'internement et pour lui, enfin, quand il revient du camp, il offre à Adrienne Monnier des sifflets en terre cuite, qui sont des souvenirs heureux des journées d'Ibiza, en lui disant, vous m'avez donné 2 choses hors de prix. La première chose, c'est ma liberté, et la deuxième, c'est les enseignements de ma réclusion. Et je crois que cette phrase sur les enseignements de sa réclusion est lourde de sens, et effectivement, penseurs comme Benjamin, où l'expérience est enfin le concept, enfin l'expérience est plus qu'un concept, c'est-à-dire que bon, ça a été conceptualisé, mais tout part et revient de l'expérience, y compris les textes les plus ésotériques. Mais l'expérience de l'internement l'a surtout marqué, bon, outre physiquement, hein, parce que ça c'est très clair que, enfin, pour avoir beaucoup travaillé là-dessus, c'est très clair que ben, ces problèmes de santé sont quand même dus beaucoup à ces conditions au camp de Nevers. Mais ce qui l'a marqué dans l'expérience de l'internement, c'est justement parce que non seulement, comme l'a dit Denis, il était réfugié. Donc, après tout, il n'aurait pas dû, logiquement, en toute bonne logique, se retrouver en camp et être considéré comme un ennemi. Mais de surcroît, il avait le statut de réfugié en provenance d'Allemagne. Et quand il s'est rendu à Colombes, il dit, je n'avais pas comment dire, il n'avait pas d'idée qu'il allait rentrer dans un état en marge de tout état bien défini. C'est-à-dire, est-ce que des prestations l'attendraient? Ou est-ce que c'est le camp? Il a eu tout et rien des deux, quoi. Et finalement, c'est cette négation non seulement du fait qu'il soit réfugié, mais du statut même de réfugié et de toutes les démarches qu'il avait faites qui l'ont frappé. Et ce qui est aussi important sur l'internement, c'est ce que je voulais dire quand je disais que ces thèses ont été écrites aussi en état d'exception, c'est qu'il a été libéré du camp, mais ses pensées continuaient à être là-bas. C'est-à-dire que plus jamais il ne prononcera le nom de Vernuche du camp. C'est là-bas. Je laisse les amis. Et il s'en est sorti. Il s'est sorti grâce à Adrienne Monnier et Henri Hoppenot, mais il laissait des amis là-bas et il savait qu'il était chanceux et là aussi, en quelque sorte, une exception. Mais ce que tu dis de... me frappe... Pardon. Non, vas-y, Denis, vas-y. C'est pour rebondir sur la question toujours de cet internement. Tu évoquais le double refus, hein, le refus de prestataire
parce que normalement, à partir d'avril 1939, on demandait aux étrangers qui n'étaient pas qui donc ne pouvaient pas répondre de la même façon que les Français aux obligations militaires, d'être prestataires et donc de contribuer d'une certaine façon à la mobilisation générale. On lui refuse ça, et en plus on nie sa qualité de réfugié en imposant l'internement, tout simplement parce que les autorités françaises diraient qu'il était d'abord allemand. Voilà. Enfin, que globalement, toute son équipe, ils étaient d'abord allemands et autrichiens. C'est ça qui est vraiment manifestement la clé de cette impasse. Il faut savoir que la seule possibilité qu'on offrait aux Allemands, éventuellement, c'est de rentrer dans la Légion étrangère. C'est ce que va faire Hartung, par exemple. Et dans la Légion étrangère, on les envoyait où? On les envoyait en Afrique du Nord, parce que les autorités militaires françaises n'avaient aucune confiance dans ces Allemands et ces Autrichiens. On sait que c'était vraiment la 5e colonne, et ils étaient. Et en plus, en Afrique du Nord, dans la Légion étrangère, il y en a un certain nombre qui se sont retrouvés sous la responsabilité sous la direction, sous l'autorité d'Allemands pro-nazis. Enfin, on est dans la tradition qu'il a dû vivre, et on sent que c'est pas simplement le marxisme qui se délite en quelque sorte. C'est l'histoire même, c'est la société, ce sont les valeurs, c'est cet univers de valeurs qui s'écroule. Et pour terminer sur Vermusch, parce que vraiment à Vermusch, il s'est passé comme une expérience pour lui. Il n'avait pas de résignation, même si on le dit très fatigué, il avait vraiment une difficulté physique qui déjà se manifestait, des difficultés cardiaques, mais néanmoins il avait une volonté de vivre très forte, et il s'était mis en tête de pouvoir d'obtenir une autorisation de sortie du camp, exactement comme d'autres prisonniers l'avaient obtenu, parce qu'ils étaient cinéastes. Et qu'en tant que cinéastes, ils avaient obtenu la possibilité de pouvoir filmer, tourner, faire des images relationnées au camp. Et Benjamin tout de suite se glisse dans cette brèche et se met en tête de construire une revue, de fabriquer une revue du camp, à laquelle il va réellement songer. C'est-à-dire que c'était vraiment une préoccupation, évidemment pour pouvoir sortir du camp, mais je crois aussi parce que ça manifestait exactement cette tâche qu'il assignait à l'historien, puisque ce qu'il dit pour justifier le projet, c'est qu'il dit il est essentiel que nous témoignions de la manière que nous avons de vivre ici, dans ce camp. Donc c'est véritablement un geste de témoignage, c'est le désir d'écrire une histoire qui pourrait bien être son témoin, justement, et dont il pense qu'il faut raconter ce qui s'y passe exactement. Moi, j'y vois comme une espèce de préfiguration de cet historien en devenir. Alors ça m'intéresse. Qui est à la fois dans ce que ça m'intéresse parce que je vais rebondir, et ça renvoie à la question qu'on n'a pas abordée, que toi tu as abordée, mais je n'ai pas répondu. C'est la question du témoignage. Il a un rapport à l'histoire qui est quand même très frappant, y compris quand il écrit sur le Paris qu'il n'a pas connu. Il est comme un témoin. C'est-à-dire qu'il veut écrire comme un témoin. Non seulement il va se plonger dans les archives, mais il va se plonger dans le Paris de son époque, et il veut lire, parce qu'il va chercher dans le 19e la mobilisation, il veut lire ce passé-là comme un témoin. C'est ça qui me frappe.
il veut décrypter on pourrait dire qu'il décrypte, oui, il veut décrypter comme un historien, mais en fait non. Il y a une forme d'utilitarisme qui Qu'est-ce que tu entends par ce mot? Qu'est-ce que tu entends par utilitariste? Ça m'a frappé tout à l'heure, tu as employé ce mot. Il a une conception, un usage utilitariste de l'histoire. Qu'est-ce que tu veux dire par là Oui, exactement? je sais pas du tout, ça n'a rien de péjoratif, hein. C'est le fait Oui, d'aller j'entends bien, chercher oui. dans le passé de façon ponctuelle, on le voit bien, il va picorer des choses. Enfin, il pense c'est pas lui simplement. On va picorer des choses, on va chercher des choses pour agir dans le présent. Donc, on va Mm. chercher, on va chercher des choses qui nous semblent utiles pour agir dans le présent. Et le Mm. reste, comment il y a une conception qui est c'est ce que j'appellerais une chaîne de Markov. J'étais un peu snob, c'est-à-dire que l'événement N ne va pas chercher au-delà de N-1 pour s'expliquer. Et il ne Mm. s'inscrit pas dans une chaîne factuelle. Voilà. Mm. Et qui permettrait d'expliquer pourquoi on est arrivé là. Donc il va picorer et il a toute légitimité à picorer à partir du moment où il refuse l'idée qu'il y a une chaîne factuelle dans l'histoire. Mm. Et ayant Ouais. à picorer, il choisit, et c'est là où c'est très intéressant, il va choisir. Et il va choisir Mm. ce qui lui permet de comprendre le présent et surtout, plus que de le comprendre d'ailleurs, d'agir. Enfin, quand on le voit dans ses thèses, c'est Mm. d'abord l'action, plus que de penser le Mm. présent. Je sais pas ce que tu en Absolument. penses. Mm. Oui, j'aime bien cette idée de Et un peu, picorer. Alors, il y a un terme bényaminien qui dit la même chose, c'est le réveil. C'est-à-dire qu'au fond, pour lui, les choses rentrent en sommeil et attendent le moment de leur réveil. Et au fond, le travail de l'historien, c'est celui qui, dans un temps T, est capable de donner corps à ce réveil. C'est-à-dire effectivement de déchiffrer. Il parle quand même de l'index du passé. Hein. Il y a du chiffrage, il y a des choses qui ne sont pas visibles. Et l'historien est celui qui les rend visibles et qui les cristallise finalement à un temps T, ce qui n'était pas possible avant. J'aime assez cette idée que, alors, parce qu'une fois qu'on a dit l'histoire n'est pas un continuum, il faut quand même essayer de concevoir ce que c'est, quoi. Et il me semble que ce qu'il dit, Benjamin, c'est qu'au fond, l'histoire, elle n'est pas d'un seul bloc, elle est faite de couches. Il y a des couches supérieures, il y a des couches inférieures, il y a des couches qui en recouvrent d'autres, et il y a une organicité du temps. C'est-à-dire que le temps travaille, le temps fait son travail, au fond. Hein. Et du coup, pour pouvoir penser un événement, il faut travailler, c'est un peu ce que tu dis, il faut travailler avec ce temps qui nous sépare de lui, c'est-à-dire le temps de la transmission. Et ça, c'est pas une construction humaine, c'est un travail du temps. C'est les archives qui se perdent ou qui se trouvent, c'est les archives qui sont lisibles ou plus lisibles, c'est oui, on pourrait dire une organicité du temps. Je sais pas ce que tu penses de ça. oui, oui, mais ce qui est intéressant, c'est que, et là, ça nous est évidemment très utile pour qui travaille sur la mémoire, hein, comme j'essaie de le faire, c'est de voir comment on va chercher, on va mobiliser certains moments et des moments qui vont nous permettre de comprendre et d'agir dans le présent, hein, de comprendre le présent et d'agir dans le présent, et en même temps euh, que notre lecture du présent va nous permettre de comprendre à Mmh. l'inverse, et comprendre ce passé à l'inverse, à la lecture Mmh, du c'est ça. présent. Donc c'est cette dialectique-là que moi j'aime, je trouve ça, Mmh. que je trouve très, très intéressante et ça fait penser quand même à tous les travaux là menés depuis quelques 20, 30 ans par exemple, initiés par François Hartog, hein, et sur le Mmh. présentisme et euh, et sur l'historicité, les régimes d'historicité. Bon, moi, Mmh. en parallèle, je parle de régime, je parlais à un moment donné de régime de mémorialité, justement, parce que je me situais dans cet héritage-là, mais comme c'est totalement incompréhensible, je parle plutôt de régime mémoriel, mais euh, c'est bien de comprendre ce décalage-là, c'est-à-dire
Et c'est là où on doit interroger la pensée de Benjamin, c'est-à-dire que ce passé que lui mobilise pour comprendre le présent, Hartog dit, si on veut comprendre ce passé-là, il faut se remettre dans ce passé. Sinon, on passe à côté de... bon, par exemple, c'est absurde de dire qu'il y a un père de l'histoire, voilà, parce que la façon de penser l'histoire sous Hérodote ou sous Thucydide n'a rien à voir avec, enfin n'a rien à voir, n'a pas à voir avec la façon dont les règles se sont instituées autour de milieu 19e, début 20e. Donc, si on se met à lire qu'on appelle les historiens du passé en fonction de notre lecture du moment, enfin comme l'ont fait les positivistes, évidemment on va dénier tout caractère historien à ces écrivains du passé, sauf à les tordre, à leur dire oui, ils ont compris ce qu'était en fait l'histoire et ce que nous essayons de montrer. C'est ça qui est toujours frappant dans cette réflexion, mais ça vaut aussi pour la mémoire. Il est clair qu'il est complètement habité par les questions de la mémoire agissant dans le présent. Enfin, ça se voit dans je dirais, ces thèses sur l'histoire sont autant des thèses sur la mémoire. C'est intéressant d'ailleurs de cette forme-là. Mais justement, il y a deux pistes intéressantes, me semble-t-il, justement. Mais c'est le fait d'aller chercher dans le passé des éléments de mobilisation mémorielle dans le présent. Bon. Et en même temps, l'autre piste potentielle, c'est de lire un passé donné en fonction des régimes mémoriels dominants de l'époque de l'événement. Et d'aujourd'hui, les régimes dominants. Tu regardes dominant d'aujourd'hui qui continue à faire son... C'est là où pour moi il y a très clairement une fracture entre ce que pourrait être un historien de la mémoire et puis une approche telle que l'esquisse Benjamin. Malheureusement, ce débat touche à sa fin. Pour rassembler un petit peu tout ce qui a été dit, bon, d'abord, je vous remercie tous les deux pour ce débat et ces pistes de réflexion très intéressantes. Finalement, on a terminé sur l'idée du picorage dans l'histoire. Chez Benjamin, ça ne peut pas ne pas faire penser à la figure du chiffonnier qui, avec sa pique, prend des haillons et les met dans sa hotte pour ensuite les convoquer au présent. Donc je vous remercie de ce débat où nous avons nous aussi quelque part picoré et piqué comme ça des petits mots de texte et de réflexion que bien évidemment on pourra faire fructifier par la suite. La question, enfin, parmi ces réflexions, effectivement, et ça fait écho aux questions qui ont été posées sur le chat, effectivement, la question du marxisme de Benjamin, marxisme singulier, disait Arendt, déconstruction du marxisme au point de plus être marxiste, peut-être, semble dire Denis. Donc ça fait partie des pistes encore à creuser et qui, je l'espère, nous occuperons ensemble à l'avenir. Pour l'instant, je vous invite à vivre cette soirée en se rendant
en se rendant dans une librairie, si j'ai bien compris, la librairie Torquatis, où nous rencontrerons les lauréats du prix et comme ça nous passerons du débat à la remise des prix elle-même. Je vous remercie.